Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va retrouver quelques-unes des formules que vous connaissez certainement déjà quant à la dérivabilité de fonctions. Et peut-être qu'on introduira des formules que vous avez un petit peu survolées ou peut-être pas encore tout simplement vues, mais qui sont bien utiles et pas si compliquées que cela. Alors, quelques petits rappels déjà. Je rappelle que une fonction f définie sur un intervalle i à valeur réelle est dérivable en un x0, élément de i, si et seulement si le taux d'accroissement de f entre x0 et x0 plus h, autrement dit ce rapport, f de x0 plus h moins f de x0 sur h, admet une limite finie quand h tend vers 0. Et si tel est le cas, cette limite, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en x0 que l'on note f' de x0. Alors géométriquement, la dérivabilité de f en x0 s'exprime, enfin se visualise par l'existence d'une droite tangente au point d'abscisse x0, sous la forme de la droite qui passe par le point de coordonnées x0 f de x0, le point de cette courbe représentative de f, et qui admet comme coefficient directeur ou pente le nombre dérivé f' de x0. Autrement dit, la connaissance de ce point et de la direction donnée par le nombre dérivé définit une droite qu'on appelle la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x0. Il arrive qu'on nous demande l'équation cartésienne, enfin une équation cartésienne de cette tangente. Alors, soyez efficace, ne perdez pas trop de temps. Vous connaissez un point particulier ainsi que le coefficient directeur de cette droite. Autrement dit, vous avez tout en main sans le moindre calcul pour donner une équation de cette droite. Je vous conseille donc de la donner sous cette forme-là, y égale f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0, car manifestement, cette droite au point d'abscisse x0 est bien à l'ordonnée f de x0, donc passe bien par le point qui nous intéresse, et a bien pour coefficient directeur f' de x0, donc c'est la bonne. Pas besoin de faire de calculs compliqués, de poser des équations pour trouver l'ordonnée à l'origine. Si on la veut, l'ordonnée à l'origine, on la déduit maintenant de cette expression. L'ordonnée à l'origine, si on en a besoin, c'est donc f de x0 moins x0 fois f' de x0. Mais nul besoin de poser des équations pour l'obtenir. Alors, une petite propriété qui va nous être utile plus tard, c'est que si on a f qui est dérivable en x0 et que on donne un nom à cette fonction pour l'instant définie partout sauf en x0, qui a x associe le taux d'accroissement de f entre x et x0, évidemment ça pose problème de remplacer x par x0 dans cette expression, puisque ça fait du 0 sur 0. Oui, mais la dérivabilité de f en x0 exprime que ce quotient a une limite finie quand x tend vers x0. Du coup, ce qu'il est judicieux de faire, c'est de compléter cette fonction, phi indice f, là, en lui donnant comme valeur f' de x0 en x0. Et donc, si f est dérivable en x0, la fonction phi f que j'ai ainsi définie a le bon goût d'être continue en x0. Ça a tout de suite une conséquence intéressante, c'est que de cette égalité, f de x0 moins f de x0 sur x moins x0 qui vaut phi f de x, je peux multiplier de part et d'autre par x moins x0, additionner f de x0 et écrire que pour tout x, f de x s'écrit ainsi. Seulement phi f a le bon goût d'être continu en x0. Et du coup, l'expression qui est ici, qui a x associe tout ceci, est également continue en x0. Autrement dit, on retrouve la propriété triviale, certes, mais tout de même, que si f est dérivable en x0, alors f y est également continu. Méfiez-vous de l'affirmation contraire. Il existe des fonctions continues qui ne sont pas dérivables. Vous connaissez probablement la valeur absolue, qui en 0, est continue, mais n'est pas dérivable parce qu'il y a une demi-dérivée, enfin il y a une dérivée à gauche, une dérivée à droite, une demi-tangente à gauche, une demi-tangente à droite, mais une cassure qui fait qu'il n'y a pas de nombre dérivé en 0 tout court. Et on peut même s'amuser, les mathématiciens aiment bien faire cela, à construire des fonctions continues qui ne sont dérivables nulle part. C'est tiré par les cheveux, mais c'est possible. Alors, attaquons la somme et le produit, plus exactement ici une combinaison linéaire de fonctions dérivables. J'affirme que si f et g sont dérivables en x0 et si lambda et mu sont de réels quelconques, alors lambda f plus mu g est dérivable en x0 de nombres dérivés égal à la combinaison linéaire des nombres dérivés lambda f' de x0 plus mu g' de x0. Bon.
La démonstration, vous prenez le taux d'accroissement de lambda f plus mu g entre x0 et x0 plus h, et puis vous passez à la limite, et ça marche tout de suite, puisque ce taux d'accroissement de f entre x0 et x0 plus h tend vers f' de x0, celui-ci de g tend vers g' de x0, donc cette combinaison linéaire tend vers la combinaison linéaire des limites précédentes. Alors f fois g, eh bien f fois g est dérivable de nombre dérivé f' de x0g de x0 plus f de x0g' de x0. Un petit peu plus compliqué, mais ça se fait encore bien. On prend le taux d'accroissement de f fois g entre x0 et x0 plus h, et on intercale, enfin on rajoute et on retire la même expression. J'ai décidé ici de rajouter et de retirer f de x0 plus h, g de x0 au numérateur. L'avantage, c'est que on fait apparaître de ce taux d'accroissement de f fois g une somme de deux termes, dont le premier, alors, se factorise par f de x0 plus h, et après j'ai le taux d'accroissement de g entre x0 et x0 plus h. Et dans la deuxième expression, ça se factorise par g de x0, que multiplie le taux d'accroissement de f entre x0 et x0 plus h. Et puis maintenant, le passage à la limite, il est parfaitement justifié, puisque f de x0 plus h, on le sait, ça tend vers f de x0, f est continu en x0, puisqu'elle y est dérivable. Le taux d'accroissement de g, ça tend vers g' de x0, g de x0, ça ne bouge pas, et le taux d'accroissement de f, ça tend vers f' de x0. Bref, oui, si f et g sont dérivables au même point, leur produit l'est aussi avec la formule qui est donnée au-dessus. f'g plus fg' en x0. L'inverse maintenant. Alors, si on suppose que f est dérivable en x0 et qu'elle ne s'annule pas en x0, je prétends déjà qu'elle ne s'annule pas au voisinage de x0, bon ça se déduit en effet de la continuité, mais aussi que 1 sur f est dérivable en x0 de nombre dérivé moins f' sur f au carré de x0. Alors la démonstration, c'est pas bien compliqué, c'est encore le taux d'accroissement que l'on calcule, de 1 sur f. Donc, si je calcule le taux d'accroissement d'1 sur f entre x0 et x0 plus h, donc ceci, si je mets au même dénominateur, je vais avoir f de x0 moins f de x0 plus h. En fait, je me rends compte que je vais avoir moins 1 sur f de x0 plus h, f de x0, fois le taux d'accroissement de f entre x0 et x0 plus h. Et là, il n'y a plus de souci. La première partie, ça tend vers moins 1 sur f de x0 au carré, et la deuxième partie vers f' de x0. Donc, rien de compliqué pour la démonstration de la dérivabilité et la formule de la dérivée de l'inverse de f en x0. Ah, la bijection réciproque. Alors, soit f et j et g deux fonctions, la première qui va de i dans j, la deuxième de j dans i, que l'on suppose des bijections réciproques l'une de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a équivalence entre l'égalité y égale f de x et x égale g de y. Alors, en d'autres termes, ça veut dire que un élément de j va admettre un et un seul antécédent par f dans i, et cet unique antécédent de y élément de j par f est donné en fait par son image par g. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire, ces deux équations équivalentes? D'un point de vue géométrique, ça veut dire que si, d'un côté, la courbe représentative de f est formée, on le sait, des points de coordonnées x, f de x, tandis que la courbe représentative de g est formée des points de coordonnées y, g de y, des égalités précédentes, on devine que du coup, la courbe représentative de f n'est autre que l'ensemble formé par les points de coordonnées g de y, y. Seulement, l'ensemble des points de coordonnées g de y, y vis-à-vis de ceux de coordonnées y, g de y, autrement dit, qu'est-ce qui se passe géométriquement quand j'échange les deux coordonnées d'un point? Eh bien, échanger les deux coordonnées d'un point, c'est faire la symétrie selon la première bisectrice, à savoir la droite d'équation y égale x. Autrement dit, deux fonctions qui sont des bijections réciproques l'une de l'autre ont des courbes représentatives qui sont symétriques selon la première bisectrice, comme c'est le cas ici de f en bas et de g en haut.
on devine une conséquence géométrique assez immédiate, c'est que là où j'ai une droite tangente à la courbe représentative de f, par exemple au point d'abscisse x0, ben je devine que par symétrie, je vais avoir une droite tangente au graphe de G, alors pas au même point, pas au point d'abscisse x0, mais au point d'abscisse correspondant, c'est-à-dire ici y0 égale f de x0. Et c'est pas loin d'être le théorème que l'on énonce quant à la dérivabilité d'une bijection réciproque. Un petit souci, néanmoins, vous devinez ce qui va se passer si j'ai quelque part une tangente horizontale au graphe de f. Cette tangente horizontale va se traduire sur le graphe de G par une tangente verticale. Et une tangente verticale, vous devez vous souvenir sans doute que ça ne donne pas un nombre dérivé. Une tangente verticale va donner un taux d'accroissement qui a une limite infinie et qui conduit à une fonction qui n'est pas dérivable en ce point, comme par exemple la fonction racine carrée au point d'abscisse 0. Alors du coup, si donc on a ces deux fonctions, bijection réciproque l'une de l'autre, f et g, et que f est supposé dérivable en x0, alors, ou bien f' de x0 égale 0, autrement dit une tangente horizontale, dans ce cas-là, g n'est pas dérivable au point, enfin, en y0 égale f de x0, mais que son graphe présente quand même une demi-tangente verticale, ou bien f' de x0 est différent de 0, et dans ce cas, g est dérivable en y0 égale f de x0 de nombre dérivé égal à l'inverse du nombre dérivé de f. Ce qui n'est pas complètement surprenant, parce que comme la droite tangente au graphe de G va être obtenue par la symétrie selon la première bisectrice, elle est obtenue en échangeant les abscisses et les ordonnées. Une abscisse devient une ordonnée devient une abscisse. Donc du coup, pour ce qui est de la pente des droites correspondantes, la pente, c'est un rapport entre une différence entre des ordonnées et une différence entre des abscisses. La pente d'une droite qui passe par les points de coordonnées xa, yk, xb, yb est donnée par la formule yb moins yk sur xb moins xa. Faites la symétrie sur la première bisectrice et votre pente va être remplacée par son inverse. Bien, alors, la formule qu'on retient est en général cette dernière formule qui dit que la dérivée de la bijection réciproque de f en y0, c'est 1 sur f' de f moins 1 de y0. Et démontrons cette formule. C'est pas bien compliqué, vous allez le voir. Alors je reprends les notations de g, la bijection réciproque de f, et je calcule le taux d'accroissement de g entre y et y0. L'astuce, c'est de remplacer le dénominateur par, à la place de y, je dis, y c'est la même chose que f de g de y, puisque f de g de y, bien sûr, se simplifie en y. Et pareil, y0, c'est f de g de y0. Mais alors, du coup, ceci, c'est l'inverse du taux d'accroissement de f entre g de y et g de y0. Et ça, ça tend vers 1 sur f' de x0. Alors, évidemment, si jamais f' de x0 valait 0, ça tendrait vers l'infini, puisque ça tendrait, enfin, ça serait, le dénominateur tendrait vers 0. Et le numérateur, lui, reste constant égal à 1. Bien, d'où la dérivabilité de la bijection réciproque de f. Alors, un exemple. La fonction exponentielle réalise une bijection de r dans r, dérivable, qui est sa propre dérivée. Sa bijection réciproque, vous la connaissez bien, est la fonction logarithme qui, elle, est définie de r plus étoile dans r. Eh bien, de la formule de dérivation d'une bijection réciproque, on déduit, on retrouve la formule de dérivation du logarithme. Le logarithme n'est pas rien ici, puisque la formule s'exprime en disant que ln' c'est 1 sur f', c'est-à-dire 1 sur l'exponentielle de ln de x, exponentielle prime de ln de x, c'est-à-dire, comme exponentielle prime c'est exponentielle, 1 sur exponentielle de ln de x, et vous aurez retrouvé 1 sur x. On peut faire la même chose à l'envers, pour retrouver la dérivée de l'exponentielle si on l'a oublié à partir de la dérivée de la fonction logarithme. Alors, nous attaquons une formule qui, elle, est peut-être, enfin la précédente qui était peut-être aussi, mais la composition n'est pas dans sa formule générale complètement au programme. Vous connaissez des cas particuliers, et selon l'enseignement que vous avez reçu, peut-être avez-vous vu la formule générale ou pas. Alors,
La situation est la suivante, on a deux fonctions f et g que l'on peut composer, c'est-à-dire il y en a une qui est définie sur i à valeur dans j et g, la seconde est définie sur j à valeur, mettons, réelle. Alors, la composée des deux, bien sûr, qu'on note g rond f, est cette fonction qui à x associe g de f de x. Eh bien, la formule est la suivante, je la placarde, parachute. Si f est dérivable en x0 et g est dérivable en f de x0, alors g rond f est dérivable en x0 de nombre dérivé égal à g rond f' de x0 égale f' de x0 g' de f de x0. Alors, c'est donc une formule que vous avez certainement déjà vue au moins sur des cas particuliers. Par exemple, vous devez connaître la dérivée de x associé à ln de u de x, si u est dérivable, et vous devez savoir que ça se dérive en u' sur u. Et en effet, u' sur u, c'est exactement la formule précédente, parce que c'est le produit de u' de x par la dérivée de ln en u de x, puisque la dérivée de ln, c'est la fonction inverse. Donc u' fois l'inverse de u de x, ça fait bien u' sur u de x. Alors, tentons la démonstration de cette formule. On calcule le taux de croissance de g rond f entre x et x0. Et on essaie de faire apparaître un taux de croissance de f et de g, parce qu'il y a du f', il y a du g'. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié et j'ai divisé par f de x moins f de x0. Et là, je me dis, très bien, ce premier taux d'accroissement, qu'est-ce qui se passe? Je fais tendre x vers x0, f de x tend vers f de x0, donc en fait, ça tend vers la limite de g de f de x0 plus h moins g de f de x0 sur h, c'est-à-dire vers un nombre dérivé de g en f de x0, et ce taux d'accroissement, bien sûr, il tend vers le nombre dérivé de f en x0. Sauf que cet argument, il ne tient pas complètement la route. Vous le devinez peut-être pourquoi. Ah oui, blablabla, ok. Qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié et divisé par f de x moins f de x0. Le problème, c'est que f de x moins f de x0, rien n'interdit que ce soit égal à 0. Autrement dit, si on, pour établir notre formule, on multiplie et on divise par 0, je ne suis pas sûr qu'on va démontrer grand-chose. Alors on va devoir reprendre tout ça. On reprend, souvenez-vous, ce résultat assez initial où on a dit que si f était dérivable en x0, alors on pouvait définir la fonction phi f par, pour tout x différent de x0, phi f de x égale le taux de croissance de f entre x et x0, et phi f de x0 égale f' de x0, et on obtient alors une fonction phi f qui a le bon goût d'être continue en x0. Et on peut faire la même chose, bien sûr, pour g, qui est dérivable en f de x0, pour introduire phi g, qui va être défini sur j à valeur réelle, qui est continu en f de x0, qui a y différent de f de x0 associe le taux de croissance de g entre y et f de x0, et qui en f de x0 associe g' de f de x0. Et maintenant, si on réécrit le taux de croissance de g rond f, en fait, je prétends que ce n'est rien d'autre que phi g de f de x fois phi f de x. En fait, c'est la même expression que tout à l'heure, si ce n'est que si f de x diffère de f de x0, alors l'expression qui est ici est exactement celle qu'on avait donnée juste précédemment. Alors que si f de x est égal à f de x0, alors dans ce cas-là, donc phi g de f de x, ça vaut g' de f de x0, seulement phi f de x, ça vaut alors 0, puisque phi f de x, c'est f de x moins f de x0 sur x moins x0. Bon, autrement dit, cette expression prend du sens et vaut naturellement 0. Si f de x vaut f de x0, c'est la même chose que ce qu'on a là, puisque si f de x vaut f de x0, ce taux de croissance, c'est g de f de x moins g de f de x0 sur x moins x0, et si f de x vaut f de x0, le numérateur de ce taux de croissance est nul. Autrement dit, pour tout x, et pas seulement pour x différent de x0, oui c'est ça, pour tout x autant pour moi, différent de x0, on a ceci, comme on l'a vu, et le passage à la limite quand x tend vers x0 prend du sens parce que ceci tend vers
f' de x0. f de x tend vers f de x0 est figé pour limite g' de f de x0 en f de x0. Donc le passage à la limite est justifié et on obtient l'expression souhaitée. Allez, dernière petite chose, je vais aller assez vite. Je prétends que f puissance n, on pourrait d'ailleurs le voir comme une composée, mais bon, ici on peut le démontrer par récurrence, que si f est dérivable, f puissance n aussi, de nombre dérivé nf' de x0 f puissance n-1 de x0. Bon, blablabla, récurrence, bon, classique. C'est très facile pour n égale 0 et pour n égale 1. On émet l'hypothèse, donc on prend un n appartenant à une étoile, on suppose que f puissance n est bien dérivable en x0 de la formule de dérivation qui va bien, et puis on dérive f puissance n plus 1 comme le produit de f puissance n et de f. Du coup, ce produit est dérivable, et d'après la formule de dérivation d'un produit, on obtient ceci, mais la dérivée de f puissance n, elle est donnée par cette formule, donc ici, et ceci qui s'ajoute donne bien l'expression souhaitée. Bon, à savoir que c'est valable aussi si n est un entier strictement négatif. Il suffit de reprendre la formule précédente et de passer à l'inverse. Et on retrouve exactement la même formule. Et en fait, cette formule est également valable pour une puissance non entière, à condition néanmoins que f soit à valeur de R plus étoile. Par exemple, la dérivée de la fonction racine, qui est la puissance 1/2, c'est donc 1/2 de x puissance moins 1/2, que vous connaissez aussi sous la forme de x associe 1 sur 2 racine de x. Voilà, c'est tout pour ce petit formulaire, et je vous dis à une prochaine vidéo.